Bonjour. Hello. Hola. مرحبا بكم. Pour sauver la Terre, faut-il une croissance verte ou une décroissance ? Après avoir posé cette question à l'économiste Jean Pisani-Ferry, Sur la Terre vous propose dans cet épisode, produit en partenariat avec The Conversation, d'écouter Jason Hickel. Jason Hickel est anthropologue et économiste et il est considéré comme l'un des principaux porte-voix du mouvement pour la décroissance. Ce mouvement n'est pas nouveau et certains économistes, comme le français Serge Latouche, le prônaient dès le milieu des années 2000. Mais il a pris de l'ampleur avec la crise écologique. Le livre de Jason Hickel, Less for More, Moins pour plus, ou Comment la décroissance peut sauver la planète, était dans la liste des ouvrages à lire absolument du très libéral Financial Times lors de sa sortie en 2020, même si le journal dit ne pas partager ses vues. Jason Hickel a une vision radicalement différente de l'économie et sans vouloir tous nous renvoyer au Moyen-Âge, il considère que le capitalisme est responsable d'une grande partie de la crise écologique. I'm a professor at the Institute for Environmental Science and Technology in Barcelona. I was born and raised in a small country in southern Africa called Eswatini. It used to be called. Je suis professeur à l'Institut des sciences et technologies de l'environnement à Barcelone. Je suis né et j'ai grandi dans un petit pays d'Afrique australe appelé Eswatini, anciennement appelé le Swaziland. C'est important. Le fait d'avoir grandi là-bas a vraiment façonné ma compréhension du monde, notamment avec la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui est voisine de l'Eswatini. Ces questions de la structure coloniale de l'économie mondiale et des luttes pour la surmonter ont été au cœur de mes recherches tout au long de ma carrière. J'ai reçu une formation d'anthropologue, axée à l'origine sur l'économie et le développement international. Mes recherches actuelles portent sur l'économie écologique. Alors, qu'est-ce que l'économie écologique ? J'ai demandé à Jason Hickel de nous expliquer. It's an amazing discipline. It basically starts from the observation that L'économie écologique, c'est une discipline fascinante. Elle part du constat qu'aucune production ne peut se faire sans la nature. Ainsi, en plus de comprendre des choses comme l'argent, le travail, le commerce, elle s'intéresse aussi aux matériaux, à l'énergie, aux émissions, aux déchets. Toutes ces choses sont essentielles à une économie. Notre économie s'inscrit dans un monde physique. C'est pourquoi les économistes écologiques intègrent cette vision plus large du métabolisme, de la relation entre la production humaine et les écosystèmes qui soutiennent notre civilisation. Alors avant de continuer, un peu d'histoire. Les réflexions sur les liens entre l'économie et ses conséquences sur le monde physique ne sont pas toutes jeunes. Par exemple, dès 1972, un groupe de réflexion appelé le Club de Rome avait rendu un rapport qui avait fait grand bruit sur les limites de la croissance. Il tirait déjà la sonnette d'alarme sur l'épuisement des ressources et la surexploitation des systèmes naturels. C'était le rapport Meadows. Le terme décroissance, comme je vous l'ai dit, est apparu au milieu des années 2000 et c'est un Français, l'économiste Serge Latouche, qui a le premier prôné une société de décroissance. Beaucoup plus près de nous en 2009, des scientifiques menés par Johan Rockström, que vous avez écouté dans le premier épisode de Sur la Terre, ont identifié la liste des 9 limites planétaires à ne pas franchir pour ne pas déséquilibrer de manière irréversible le système Terre. On en a parlé tout au long de notre série. Il y a bien sûr les émissions de CO2, les ressources en eau ou encore la biodiversité. 6 sur 9 sont dans le rouge. Et ce rapport sur les limites planétaires a beaucoup inspiré Jason Hickel et d'autres économistes écologiques. Lors de notre entretien, j'ai commencé par lui demander de définir la fameuse décroissance. J'avais une question. Est-ce que cela veut dire que l'on repart en arrière, qu'on rentre en récession ? Le mot est effrayant. It seems very shocking when you first encounter it. And I think that's also one of the powerful dimensions of the word because it basically takes an assumption that we have. Cela provoque un choc quand on l'entend pour la première fois. Et c'est en ça que le mot est puissant, car on part de l'hypothèse que l'économie, la production, doit toujours croître.
et que c'est essentiel pour le progrès et le bien-être de l'humanité. Et la décroissance remet en cause cette idéologie et nous oblige à avoir une discussion difficile sur la question de savoir si ces affirmations sont justes. Ce qui compte réellement en matière de progrès social, ce n'est pas la production globale, qui est ce que le PIB ou la croissance mesure, mais plutôt ce que nous produisons. Right? Are we producing bombs? Are we producing healthcare? Are we producing SUVs or medicines? Right? Are we producing fossil fuels or renewable energies? Est-ce que l'on produit des bombes, des soins de santé, des SUV ou des médicaments, des combustibles fossiles ou des énergies renouvelables? Est-ce que les gens ont accès aux choses dont ils ont réellement besoin pour avoir des vies agréables? Le grand malentendu sur la décroissance, c'est qu'on croit que cela implique de tout réduire. Ce n'est pas du tout ça. En fait, la décroissance suppose la hausse de certaines productions importantes pour la santé publique ou d'énergie renouvelable dans le domaine des transports et à la réduction de formes de production dont on n'a pas besoin. Le message principal, c'est qu'on est en pleine crise écologique et qu'on n'y fait pas face. Et donc le concept de décroissance implique que les pays riches qui ont des niveaux très élevés d'utilisation d'énergie et de matière, bien au-delà de ce qui est nécessaire au bien-être humain, réduisent leur utilisation d'énergie et de matière pour parvenir à une décarbonation rapide et que l'on puisse stopper la perte de biodiversité. La technologie est essentielle pour y parvenir, par exemple pour l'efficacité énergétique, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi réduire les productions non essentielles. Est-ce qu'on a besoin de 4x4 et de jets privés, de fast fashion? La réponse est clairement non. Should we be producing SUVs and private jets and fast fashion? The answer is clearly no. Je lui ai aussi dit que pour beaucoup de gens, la décroissance était synonyme de communisme ou de fin, par exemple, de l'entrepreneuriat. Nobody in ecological economics is saying we should not have businesses. Personne dans la sphère de l'économie écologique ne prétend qu'on n'a pas besoin d'entreprises, de gens qui produisent et vendent des biens. C'est totalement acceptable et cela existait avant le capitalisme. Pour Jason Hickel, le monde doit développer un système alternatif au capitalisme. Mais avant d'aller plus loin, révisons le concept. Le capitalisme se caractérise par la propriété privée des moyens de production d'une part, mais aussi par le fait que les profits obtenus doivent être réinvestis pour générer des profits encore plus importants, autrement dit, sur la maximisation des profits. Et dans son livre, Jason Hickel rappelle que son essor est allé de pair avec la colonisation et pousse le raisonnement encore un peu plus loin. The crucial thing here is that the tendency of capitalism is that in order to maximize profit accumulation, it has to cheapen labor and nature. Le capitalisme, pour maximiser les profits, a tendance à chercher la réduction du coût de la main-d'œuvre et de la nature, parce que le profit qu'on tire est la différence entre le coût de production qui est lié au travail et aux ressources naturelles et le prix de vente final. Mais dans un système isolé, on finit par faire face à une contradiction. Cela provoque une crise écologique qui réduit la production, et puis on peut faire face à la révolte des travailleurs s'ils sont trop exploités. C'est pour ça que l'essor du capitalisme en Europe occidentale est allé de pair avec la colonisation. Car le capitalisme avait besoin d'une main-d'œuvre et de ressources naturelles bon marché, ce qu'il a obtenu dans les colonies avec le vol d'argent et d'or dans les Andes, de terre pour le sucre et le coton en Amérique centrale, de céréales en Inde et avec la main-d'œuvre des Africains réduits en esclavage. In Central America and grain from India and labor from enslaved Africans, etc., etc. Pour sa démonstration, Jason Hickel s'attarde aussi sur ce qu'il appelle la loi de fer du capital, qui force les acteurs à chercher toujours plus de profit et du coup plus d'extraction de matières premières, par exemple. So a lot of actors in or businesses under capitalism face growth imperatives. If you receive a loan from a bank to do a certain form of production, or from an investor or something like that, to do a certain form of production, de nombreux acteurs économiques sont confrontés à des impératifs de croissance. Si la banque vous accorde un prêt pour produire quelque chose, une production agricole par exemple, il faut le rembourser avec les intérêts en plus. Et donc il faut produire toujours plus car les intérêts augmentent de manière exponentielle. The same is true actually, even if you don't have heavy debts like that with heavy interest to pay. In the world of financial markets,
C'est pareil quand on s'adresse au marché financier. Les investisseurs cherchent des entreprises qui offrent les taux de rendement les plus élevés, n'est-ce pas? Par conséquent, si vous êtes concurrencé par quelqu'un qui maximise mieux les profits, même pour créer de moins bons produits, les investisseurs se détourneront pour aller vers cette autre entreprise. Par exemple, imaginons que vous produisez de l'énergie renouvelable. Si vous ne réalisez que 5% de bénéfices, alors que les producteurs de combustibles fossiles réalisent 15% de bénéfices, les investisseurs peuvent préférer les combustibles fossiles. Ainsi, même s'il est rationnel et nécessaire de produire une certaine chose, nous n'obtenons pas cette chose, parce que les investissements se détournent. C'est cette même logique financière qui étrangle, selon lui, les pays moins avancés économiquement. Et selon Jason Hickel, comme pour de nombreuses ONG qui défendent l'environnement, il est indispensable à ce stade d'effacer la dette des pays les plus pauvres pour favoriser une transition écologique. External debts that global south countries have, which are owed in a currency that is not their own, right? This is the crucial thing. Say the debt's owed in euros or dollars. La dette extérieure des pays du Sud global est exprimée dans des devises comme les euros et les dollars, et c'est là le point crucial. Car ça implique que le seul moyen pour ces pays de rembourser, c'est d'exporter vers des pays qui achètent en euros et en dollars. Et donc cela les oblige à organiser leur économie, leur production, pour satisfaire les besoins d'Européens et d'Américains, plutôt que pour répondre à leurs propres besoins et leur bien-être. Et donc d'investir dans l'extraction minière ou dans les ateliers textiles clandestins, plutôt que dans la santé, l'éducation, les routes et les systèmes d'assainissement. Alors comment changer le système? D'après Jason Hickel, tout est question de démocratie. C'est aux citoyens de décider et donc à l'État d'imposer de nouvelles normes. Il faut plus de démocratie, une démocratisation des moyens de production et de la finance, que les citoyens aient leur mot à dire sur ce qui est produit, pourquoi et sur qui en profite. La critique qui revient très souvent concerne le concept même de décroissance qui serait injuste pour les pays les moins avancés. The first thing to make very, very clear is that degrowth is about reducing unnecessary production in rich countries. La première chose qui doit être clarifiée, c'est que la décroissance, c'est réduire les productions inutiles des pays riches, car ils sont à l'origine de l'effondrement écologique et sont très largement responsables des émissions dans l'atmosphère. Il ne s'agit pas d'imposer l'austérité au Sud global, absolument pas. C'est même plutôt le contraire. Ces pays sont dans une pauvreté écrasante et ils ont besoin d'utiliser plus d'énergie et de matière pour construire les infrastructures qui garantissent une vie décente à tous. Alors, comment faire? Jason Hickel pense que la croissance ne peut plus être l'alpha et l'oméga des politiques économiques puisqu'elle est calculée sans tenir compte des dommages infligés au passage à la planète. Il est favorable à davantage de taxation des plus riches pour financer la transition et comme l'ingénieur français Jean-Marc Jancovici, il considère qu'il faut réduire notre production de biens matériels et sortir des énergies fossiles. Et pour y arriver, il a quelques recettes qui peuvent être mises en œuvre rapidement, selon lui. La clé est donc de réduire les productions non essentielles. Prenons l'obsolescence programmée, une pratique très répandue selon laquelle les entreprises conçoivent des produits destinés à tomber en panne ou à être remplacés après un court laps de temps. Si nos gadgets, nos téléphones, nos machines à laver et nos réfrigérateurs duraient 2 fois plus longtemps, nous devrions en consommer 2 fois moins sans perdre notre accès aux avantages qu'ils procurent. Ce qui signifie réduire de moitié l'utilisation de l'énergie et des ressources par ces industries. Il n'y a aucune raison pour que la main-d'œuvre ne puisse pas être consacrée à la création de produits plus durables ou se concentrer sur la réparation. Cela passe aussi par une réduction drastique de la publicité.
Une grande partie de la production et de la vente, en particulier dans les pays riches, dépend de la publicité. Elle doit nous inspirer des désirs, nous manipuler émotionnellement et psychologiquement et créer du mal-être. Et troisième recette, il faut privilégier le partage plutôt que la propriété privée de certains biens, à commencer par la voiture. This applies mostly, like in large part, to the transportation system. L'un des principaux facteurs contribuant à des niveaux extrêmement élevés d'utilisation de l'énergie et des matériaux, c'est toute l'infrastructure que nous avons autour des voitures et les voitures elles-mêmes. Dans beaucoup d'endroits, il faut une voiture par personne et elle est inutilisée 90% du temps ou pendant de très courtes périodes. L'alternative évidente, c'est le transport public, n'est-ce pas ? On pourrait avoir des systèmes de transport public intégrés modernes et de haute qualité qui peuvent augmenter notre mobilité. Évidemment, la question qui m'est tout de suite venue à l'esprit quand il m'a dit ça, c'est « et le travail dans tout ça ? Que vont devenir tous ces emplois ?» Mais Jason Hickel, là encore, se repose sur l'État pour fournir un travail à tous les citoyens. Because this is immediately something that everybody wants to ask. Like, so, okay, even if we agree that we should scale down SUV production and fast fashion production, what about all the people? C'est la question que tout le monde pose. Même si on est d'accord, si on réduit la production de SUV, de fast fashion, d'énergie fossile, que vont devenir toutes les personnes qui sont employées dans ces industries? Est-ce qu'on va créer un chômage de masse? C'est ce qui explique qu'on s'interdise d'envisager la décroissance. Mais il existe une solution très simple, une garantie publique d'emploi, un système qui garantisse que tout le monde puisse quitter les industries en déclin pour se tourner vers des formes de production socialement et écologiquement nécessaires, celles dont nous avons vraiment besoin avec des salaires décents, une semaine de travail plus courte. Selon Jason Hickel, en tout cas, la croissance verte n'existe pas, car même s'il y a des pays qui ont réussi à faire baisser leurs émissions de CO2 tout en continuant à croître, ces efforts ne suffiront pas. The claim that emissions can be decoupled from GDP. We know this is true. Nous savons que l'affirmation selon laquelle les émissions peuvent être découplées du PIB est vraie. C'est pourquoi certains médias diront « Oh, regardez, vous savez, certains pays ont un PIB en hausse, comme la Suède, et des émissions en baisse. C'est la croissance verte. » Cela arrive par exemple avec la hausse de l'énergie produite par les renouvelables. This happens when you can increase the share of renewables in your energy grid, right? It's not surprising. The question is entirely one of speed. Mais ce qui compte, c'est la vitesse de réduction. On doit réduire les émissions très vite pour limiter la hausse de température à 1,5 ou 2 degrés et respecter l'accord de Paris. Et pour les pays riches qui ont des niveaux d'émissions par personne très élevés, cela suppose une baisse très radicale, très rapide des émissions. Et en ce moment, aucun de ces pays n'est sur la bonne voie pour atteindre ces exigences de réduction des émissions. Qu'ils trouvent ces théories utopistes ou non, qu'ils soient en faveur ou non du capitalisme, beaucoup d'acteurs économiques et même des entrepreneurs réfléchissent aujourd'hui aux moyens de réduire notre empreinte sur la planète, au-delà de l'empreinte carbone. En France, la Banque publique d'investissement, par exemple, a récemment publié un texte sur l'économie régénérative où l'on retrouve certaines des idées défendues par Jason Hickel. Ce texte invite les PME à s'informer sur les limites planétaires, à créer des biens qui aient un impact positif sur la société et sur l'environnement, à renoncer aussi aux produits qui ne sont pas éco-responsables ou responsables, et je cite, à se reconnecter au vivant. Je vous laisse le lien dans la description, avec également un article très intéressant dans The Conversation. C'est la fin de cette série, ou du moins de cette saison de Sur la Terre. Un immense merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Sur la Terre, c'est pour toute l'équipe qui l'a produit une très grande aventure et surtout une immense opportunité d'apprentissage que nous avons partagée avec vous. Un très grand merci à Camille Kaufmann, ma partenaire dans ce projet, qui est une passionnée de ces sujets et qui a réalisé bon nombre d'épisodes. Merci également à Antoine Boyer qui nous a emmenés en forêt et a patiemment écouté et corrigé mes contributions. Tout comme Anne-Sophie Novelle, notre mentor en journalisme de solutions.
à Anna Cunningham, qui a adapté Sur la Terre en anglais, et bien sûr à mes collègues de The Conversation, Jennifer Gallet, Gabriel Maréchaux et Fabrice Rousselot, qui ont apporté des éclairages précieux. Cette série ne serait pas ce qu'elle est, bien sûr, sans la musique composée par Nicolas Vert avec Irma Cabrero Abanto et Sébastien Villanueva, ni le graphisme de Fred Bourget. Et bien sûr, tous nos remerciements au Centre européen de journalisme qui a cru en notre projet et l'a financé. Dans les temps qui viennent, nous réfléchirons à de nouveaux sujets pour Sur la Terre, alors dites-nous ce qui vous intéresserait le plus. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans l'autre podcast de l'AFP, Sur le fil. À très bientôt.